Enfant en danger, c'est votre une, Monia, vous avez 1 minute. Top chrono. En France, quand on parle d'enfance maltraitée, c'est 2 morts par semaine, un viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an et 300 000 enfants placés chaque année, mais à cause de nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, parce que les enfants d'aujourd'hui, finalement, ce sont les adultes de demain. Et maintenant, on reçoit une de ces victimes collatérales des nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale. Et voilà, pour continuer à en parler, j'accueille un homme qui a subi des maltraitances dans sa famille d'accueil lorsqu'il était petit. Voici Jesse Camara. Jesse, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on peut le dire, on se connaît. On se connaît très bien. Je suis mon pilote moto. Exactement. Tu m'as raconté ce qui t'est arrivé. Ouais. Et je voulais que tu viennes témoigner ce soir. Ouais. Voilà. Non mais Thierry, ça va pas pleurer, arrête. Mais si, parce que je sais ce qui t'est arrivé, tu me l'as déjà raconté à moi. Voilà, c'est le témoin de la semaine. Et puis à l'âge de 3 ans, on vous place dans une famille d'accueil en Normandie. Ouais. Et c'est là que vous allez vivre un enfer. Ouais, le mot enfer est... c'est peu de le dire, pour un enfant en tout cas. En fait, j'ai été placé dans une famille d'accueil, dans l'Orne, dans le 61. J'avais ma chambre. Après, il y a tout le côté affectif qui est nécessaire. Tout ça, j'en étais dépourvu. J'avais rien. Ça veut dire que dès 3 ans, je devais rester dans ma chambre tout seul. On me sortait que pour manger. On m'appelait jamais par mon prénom. On m'a toujours appelé par mon nom de famille Camara. D'accord ? J'avais malheureusement, par rapport aux autres enfants de la famille, ils avaient tout, j'avais rien. Tout le temps au quotidien, j'avais des maltraitances. Le classique, c'était le martinet, d'accord ? Ou alors on me laissait, on me mettait à genoux sur une grille, un paillasson métallique, ça fait super mal. Le métal sur le genou, la sensation avec les mains sur la tête, c'est horrible. On me faisait ça dès 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand je jouais au football et j'abîmais mes chaussures, parce que j'adorais le football, on m'empêchait d'y jouer pour pas que j'abîme mes chaussures, pour que mes chaussures soient présentables comme mon éducateur allait venir, eh bien, on m'enlevait mes chaussures, on me faisait taper dans les cailloux pieds nus. D'autres genres de maltraitance, et j'en ai plein comme ça, mais je vais pas vous faire pleurer, j'en ai plein. Mais par exemple, il y a des violences qui vont plus vous marquer, qui vont marquer la vie. Par exemple, il y a cet épisode où, enfant, vous vous réjouissez d'aller à la kermesse de l'école. Oui, effectivement. C'est-à-dire que les enfants maltraités, nous, on pisse au lit. C'est un classique. Et moi, je faisais pipi au lit. Et un jour, elle a soulevé ma couverture, elle avait une auréole, elle m'a tiré par les cheveux, elle m'a jeté dans la salle de bain, elle m'a forcé à faire pipi dans les toilettes, elle a pris un bol, elle a ramassé le pipi, elle m'a demandé de le boire. Elle, c'est la mère qui vous a accueilli. C'est la mère de ma famille d'accueil. C'est elle qui était chargée de s'occuper de moi. C'est elle qui vous faisait subir toutes ces violences. Oui, toutes ces violences, ça venait d'elle. Et donc, je regarde le bol, je la regarde, et elle me dit, t'iras pas à la kermesse si tu bois pas. J'ai bu. J'ai été à la kermesse. On me fait boire de l'urine, on me fait taper dans les cailloux pieds nus. On te fait manger ton mouchoir. On m'a fait manger mon mouchoir, Thierry. Un mouchoir en tissu, les bons mouchoirs d'époque pour se mocher notre morve. Tu vois ? Ce mouchoir, j'avais fait un nœud, j'arrivais pas à le défaire. Elle m'a dit de le défaire, Thierry. J'y arrivais pas. Elle m'a dit, tu le mangeras à midi. Je savais qu'elle déconnait pas. J'ai tout fait pour le défaire. J'ai pas réussi. À table devant tous ses enfants, avec de la purée était dans mon assiette. Elle est partie dans la cuisine, moi je suis un guerrier, j'ai dit ok, il faut que je le mange. Je sais pas comment j'ai réussi à passer ce meuble, j'ai mis de la purée, je l'ai mangé, il est passé, elle est revenue, elle dit mais il est où? Je l'ai mangé, elle était morte de rire, c'est tous morts de rire. Mais ça c'est des sévices parmi tant d'autres. On a cette chance d'avoir de l'argent de vêture, de l'argent de poche, et on nous donne de l'argent pour acheter des cadeaux. Enfin on donne aux familles. Il m'avait effectivement acheté tous mes cadeaux. J'étais content, j'y ai joué le jour de Noël, sauf que le lendemain, j'avais pas le droit d'y jouer. Et c'est quoi comme cadeau que vous avez offert? J'avais un accordéon, j'avais un camion, un espèce de robot un peu à la Goldorak. Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est que j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. C'est qu'elle avait pris mes jouets et les avait mis dans le placard mural, en haut, dans ma chambre. Mais elle avait laissé la clé. Donc, qu'est-ce que je faisais moi? Discrètement, j'ouvrais, je montais sur les 2 étagères et je jouais en haut. Au cas où elle me surprenne, que je puisse vite me dégager et rentrer sur mon lit. J'étais pas con. Vous savez, quand vous êtes harcelé, jeune,
vous êtes aux aguets tout le temps. Vous vous démerdez comme vous pouvez pour chercher votre liberté et votre moment de plaisir. D'accord? Ça, je l'ai jamais perdu. Et donc, un jour, elle m'a surpris. Elle m'a tiré, elle m'a jeté sur le lit. Elle a pris mes jouets, elle les a jetés dessus. Un camion a tapé sur mon genou, elle m'a sectionné tout le genou. La cicatrice, je la porte encore aujourd'hui. C'est un V. J'avais 8 ans. Elle a pris mes jouets, elle les a jetés par la fenêtre. Mes jouets de Noël se sont explosés dans le sol. J'ai couru toute ma vie derrière ces jouets. Ensuite, elle m'a emmené chez le médecin et elle m'a dit de dire au médecin que j'étais tombé. Et à l'école, elle m'a dit de dire pareil. Et j'ai respecté le deal et j'ai rien dit. Mais malgré toutes ces violences, personne ne s'est rendu compte de rien, ni les éducateurs, ni vos... Non, parce que Monia, quand vous êtes petit et que vous êtes placé dans une famille d'accueil, vous comprenez rien. En fait, il faut savoir que l'éducateur, quand il vient, il croit qu'il fait son taf. Il vous aime. Vous êtes bien, vous arrivez, n'inquiétez pas, les familles d'accueil, elles vous mettent en disposition pour montrer que vous êtes au top. Mais c'est pas l'éducateur qui maîtrise. C'est les gens chez qui vous habitez toujours qui vous connaissent. C'est eux les patrons. À 35 ans, vous êtes adulte et vous décidez de retourner voir cette famille d'accueil pour comprendre et pour faire face au bourreau de votre enfance. Comment ça se passe? Toutes ces choses-là, je vous en parle comme ça avec facilité parce que j'y ai survécu, je suis un résilié. Je vivais avec ça tout le temps. Ça m'empêche de dormir. Quand je me lève la nuit, ma femme le sait, ça me travaille. Je dis putain, comment on a pu me faire ça? Et donc, mon meilleur ami, Laurent, et tout ça, j'ai dit ok, je vais retourner les voir. J'organise le truc, je pars avec ma grosse moto avec ma femme. Je débarque là-bas dans le 6-1. Le monsieur sort. On s'est pas vu depuis 20 ans. Vous savez quoi? C'est un homme russe de la campagne. Moi, je faisais les travaux de ferme avec lui. Parce que ça, je vous dis pas aussi. J'étais un bon employé, gratuit, une bonne main d'œuvre. Bref. Et il sort, et il fond en larmes. J'ai jamais vu un homme pleurer comme ça. Ses enfants, tout le monde, il y avait ses fils qui étaient là, tout le monde se regarde comme ça, je la regardais comme ça. On était tous, et il dit, je sais pas ce qui m'arrive, je pleure et tout. Il n'arrivait plus à arrêter ses larmes. Et ensuite, on rentre dans la maison. Elle va du côté de ma femme. Elle sort des photos, je la connais par cœur. Elle sort des photos de bon moment, tout ça. Elle lui montre à ma femme. Elle dit, écoute, il était dur. Elle préparait le terrain. Bon, j'avais compris. Bref. Moi, j'étais très à l'aise et tout, truc machin. Et en fait, à un moment donné, il faut que je parle. Ma femme, elle me pousse comme ça. Elle dit, écoute, il est 17h, on va tarder. Ok, je me lève. Elle s'est levée direct. Elle était face à moi, comme toi, Thierry. Et le monsieur me tend la perche. Il me dit, j'espère que tu reviendras. Je dis, écoutez, j'ai mis 20 ans à venir. Je dis pas parce qu'on s'est quand même quitté dans une situation conflictuelle. Et là, je la regarde. C'était pas Thierry. Elle a baissé la tête comme un boxeur sonné. Comme ça. Devant toute sa famille. Elle la relèvera pas le début. Je dis, bah ouais. Parce que je dis, il n'y a pas une journée où je pense pas à vous. Trop de coups, trop de claques, trop d'injustice par rapport à Thomas. Thomas qui avait le même âge que moi, il avait tout, j'avais rien. Je dis, vous m'aimiez pas? Je dis, pourquoi m'avez pris alors? Et je l'ai épargné parce que je les ai tous vus trembler dans leur regard. Et j'ai vu son regard qui tremblait comme ça. Et j'ai dit, arrête-toi là, Jess. J'ai dit, de toute façon, ça sert à quoi? Au bout de 20 ans, et puis je suis parti sur la moto. Je suis content. Tu peux raconter ça. Jessie, je tenais à vous offrir un cadeau aujourd'hui. Je voulais vous offrir un camion. C'était comme ça. Je voulais vous offrir le camion avec lequel vous auriez dû jouer avec de l'insouciance pendant toute votre enfance. Parce que je sais que témoigner pour vous aujourd'hui, c'est la première fois. Oui. Et parce que c'est symbolique. Oui. On va l'appeler le camion de la résilience. Ouais. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.